À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Aude, maintenant qu'on connaît mieux la situation, qu'on a un état des lieux sur la violence du secouement sur les enfants, comment on peut agir ? Alors la première piste, c'est la formation des professionnels. Aussi bien les professionnels de santé, qui sont les premiers au contact des parents donc pour mettre en place de la prévention, mais aussi les professionnels de la petite enfance. Il y a aussi la question des professionnels de la justice. Et le dernier corps de métier qui doit être formé aussi, c'est les enquêteurs. Donc c'est la police, les policiers et les gendarmes qui, eux, vont avoir ce travail, une fois qu'il y a eu une enquête ouverte, d'aller comprendre ce qui s'est passé et pouvoir déterminer qui est l'auteur de la violence sur un bébé. Oui, parce que toi, dans ton parcours de mère, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as été confrontée à des professionnels qui connaissaient cette violence, qui savaient comment la détecter, qui savaient comment agir ? Ou est-ce que c'était complètement l'inverse ? Mon fils, quand il a été secoué, il a été pris en charge à Necker, qui est l'hôpital de référence pour les bébés secoués. Donc là, je suis tombée sur des professionnels qui connaissaient très bien le sujet et qui ont tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais moi, j'ai eu, entre guillemets, beaucoup de chance, et c'est pas le cas de tous les parents. Et j'ai rencontré beaucoup de parents depuis qui me racontaient qu'ils avaient emmené leur enfant aux urgences une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on leur avait dit soit vous êtes trop inquiets, détendez-vous, tout va bien, soit on leur a posé des diagnostics de gastro-entérite ou d'allergie à la protéine de lait de vache, enfin des choses qui sont complètement à côté de la plaque, et c'est malheureusement assez fréquent ces cas-là. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai été rencontrer des experts du bébé secoué, et ensuite j'ai été dans des maternités pour demander ce qu'ils mettaient en place en termes de prévention. Et là, je me suis rendu compte que les professionnels de santé, donc eux-mêmes, en fait, le frein à la prévention, c'était eux, parce qu'ils avaient peur d'en parler aux parents. Ils avaient peur d'en parler parce qu'ils considéraient que c'était un sujet triste, et puis surtout parce qu'ils maîtrisaient pas le sujet, donc ils avaient cette crainte de ne pas pouvoir répondre aux questions des parents. Et donc, plutôt que de se renseigner, ils préféraient éviter le sujet. C'est là où, pour moi, tout doit démarrer par la formation des professionnels, parce que tout le reste va en découler. Après, il y a eu aussi les professionnels de la justice une fois que tu es sortie de l'hôpital. Oui, alors en fait, quand on pose le diagnostic du bébé secoué, il y a une obligation de signalement de la part des professionnels de santé auprès du procureur de la République, qui, lui, ouvre une enquête pour déterminer justement la personne responsable de ces violences. C'est la police qui prend le relais à ce moment-là. Il y a toute une enquête qui est réalisée. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui était très bien formée. Voilà, j'ai été très bien entourée, on va dire, à ce niveau-là aussi. Mais là encore, selon les régions, selon les équipes, c'est pas toujours le cas. Et ça va poser un problème parce qu'en fait, quand un bébé est secoué, il va immédiatement changer de comportement, il va plus être le même bébé qu'avant. Et donc, c'est vraiment, pour trouver qui a secoué l'enfant, il faut réussir à déterminer le moment où l'enfant a changé de comportement. Si on ne sait pas ça, on va avoir des enquêteurs qui sont capables de dire un bébé, s'il est secoué à tel jour, il peut ensuite avoir des symptômes 3 jours plus tard. Et dans ce cas-là, il faut chercher sur les 3 jours qui s'est occupé du bébé. Alors que non, pas du tout, ça c'est pas vrai. Le bébé va changer de comportement immédiatement après le secouement. Donc si les enquêteurs sont pas bien formés, ils vont pas bien mener leur enquête, et on risque de pas trouver le responsable des violences. Donc en fait, un pro à l'hôpital qui n'est pas bien formé, c'est un risque de répétition parce qu'il va pas détecter le problème. Et ensuite, un enquêteur qui n'est pas formé, c'est une enquête qui va patauger dans la semoule, quoi. C'est exactement ça. Et puis dernière chose, c'est les magistrats. Donc il y a un travail de fait avec les enquêteurs, mais ensuite la question aussi de mener le procès. Et encore une fois, on peut vite tomber dans les idées reçues, et ça peut changer vraiment le cours d'un procès et la peine, du coup, au final, la sanction donnée à l'auteur.
Est-ce que tu peux nous donner des outils de détection notamment? Après, les outils de détection, c'est surtout sur le repérage. Et ça, on doit tous être vigilants. C'est vraiment, je le répète, hein, un bébé quand il est secoué, il va plus être comme avant. Il va plus être le bébé habituel. Dans les cas les plus graves, l'enfant quand il est secoué, il va jusqu'à tomber dans le coma. Moi, c'est ce qui est arrivé à mon fils. Il est tout de suite tombé dans le coma. Donc là, effectivement, c'est un peu probant, je vais dire. Dans les cas les plus graves, le tableau, il est hyper impressionnant, quoi. Donc il y a des troubles de la vigilance importants, des pauses respiratoires, voire un arrêt. L'hypotonie, donc on est face à un bébé poupée de chiffon, qui est tout mou, avec une grande pâleur, les yeux révulsés aussi, et puis parfois des convulsions. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus grave, on va dire. Donc en général, là, les bébés sont immédiatement transportés à l'hôpital. Mais parfois, il y a des signaux plus faibles. Ça peut être la modification du tonus, un moins bon contact, une moins bonne interaction. Voilà, un bébé avec qui on va plus pouvoir entrer en contact visuel, une diminution des compétences de l'enfant, sachant qu'un enfant est censé toujours progresser dans ses compétences, hein, jamais régresser. Donc, si on observe un bébé qui régresse dans ses compétences, il faut vraiment se poser des questions. Une fontanelle bombante, parce que quand il y a un hématome, il y a une pression intracrânienne et donc on va observer cette fontanelle qui va être bombée. Parfois un strabisme, parce qu'on l'a vu, ça touche les yeux, donc un œil qui part d'un côté ou les deux yeux qui partent chacun d'un côté. Et puis les signaux encore plus faibles, comme un enfant géniard qui va avoir du mal à dormir alors qu'il dormait très bien avant, ou au contraire qui va beaucoup dormir. Et puis des mauvaises prises alimentaires, parce que ça, en fait, quand il y a un hématome sous-dural, ça fait extrêmement mal. Donc l'enfant, il va être plus géniard que d'habitude. Mais ça, c'est des signaux faibles, parce qu'après, ça arrive aussi dans d'autres circonstances. Je veux dire, l'enfant, il y a des enfants, quand ils ont une maladie, ils vont être aussi plus géniards, ils vont avoir plus de difficultés à s'endormir. Donc c'est pour ça que je parle de signaux plus faibles, peuvent mal orienter le diagnostic. Dans tous les cas, il y a une modification du comportement de bébé, et c'est là où j'invite vraiment les parents et les professionnels à être très vigilants et à vraiment observer l'enfant et à se dire: là, il n'est pas comme d'habitude, et pouvoir aussi penser à de la maltraitance, même si on n'a pas envie d'y penser spontanément. Et puis, dernière chose, c'est un hématome sur un bébé non déambulant. Un bébé non déambulant, il ne peut pas se faire d'échymose, il peut pas se faire mal tout seul. Donc voilà, être attentif aussi à ce genre de choses. Avec Avi, tu as décidé d'agir. Qu'est-ce que tu fais pour militer? Qu'est-ce que tu fais pour agir? Déjà, Avi, c'est pas que le bébé secoué. En fait, dans mon cheminement, on va dire, je me suis rendu compte que la violence du bébé secoué, elle s'inscrivait dans un contexte plus global de violence faite aux tout petits. Le moins de 3 ans, il est le grand oublié des campagnes de prévention. Et en fait, cet enfant de moins de 3 ans, il est encore plus vulnérable parce que il peut pas se défendre. Il peut pas dénoncer alors surtout quand on est sur du moins de 1 an, il parle pas encore, et il est complètement dépendant de l'adulte qui s'occupe de lui. Et puis dernière chose aussi, c'est que il n'y a pas de budget sur les moins de 3 ans. La toute petite enfance, c'est aussi la grande oubliée. Au niveau des départements et autres, il n'y a pas de budget prévu pour cette tranche d'âge-là. Nous, avec Avi, donc on a plusieurs grands projets. Donc j'ai parlé de la formation des professionnels. Ensuite, c'est évidemment la prévention systématique auprès de tous les parents. Et ensuite, l'éducation aussi de la société dans son ensemble sur les besoins et les droits en fait de ce tout petit, parce que c'est un citoyen à part entière dès la naissance, et ces enfants-là, ils ont des droits et ils ont une valeur égale à nous adultes. Sauf que on a tendance à considérer que parce que ils sont tout petits et pas en capacité encore de faire certaines choses, ils ont moins de valeur. Et ça, je le dis vraiment, je pense que inconsciemment, beaucoup de gens ont cette idée. En fait, c'est ce qui s'appelle l'adultisme, c'est de considérer que les adultes ont plus de pouvoir que les enfants. Et du coup, il y a un rapport de domination qui s'instaure entre l'adulte et l'enfant, et donc encore plus sur le tout petit, alors que ce tout petit, il est très compétent en réalité, mais je ne t'apprends rien quand je te dis ça, Amal. Il est très compétent, mais il peut pas se défendre, et il faut qu'on le protège encore plus de toutes les violences à son encontre. Et pour ça, donc nous, on a aussi un rôle de plaidoyer au niveau des politiques publiques pour que les instances politiques mettent en place un certain nombre de protections pour ces enfants.
Et la dernière chose, il manque de chiffres précis et actualisés régulièrement. Avec Avis, on est en train de créer l'Observatoire des maltraitances infantiles pour recenser déjà tous les chiffres existants et pouvoir faire ce travail d'analyse des données existantes, les rassembler et de les mettre à disposition de tout le monde, parce que c'est ce qui va permettre cette prise de conscience. Tu vois, quand je te racontais les chiffres, c'est là où tu as compris l'ampleur du phénomène. Et puis derrière, c'est aussi d'aller sur de la recherche pour connaître encore mieux toutes les maltraitances dont sont victimes les 0-3 ans. Je comprends mieux. Les outils de prévention, c'est d'abord des outils de repérage. Et ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut vraiment être attentif à la modification du comportement du tout petit. Et ça, pour nous, les pros de la petite enfance, ça nous parle parce qu'on est dans un lien très fort avec l'enfant et on doit être dans l'observation et dans une bonne connaissance de l'enfant pour le prendre en charge. C'est pareil que dans la famille. Ensuite, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des pros qui sont assez rares dans des hôpitaux comme Necker, qui sont vraiment des hôpitaux de référence pour l'enfance, où là, on est sensibilisé, mais qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où on reçoit un enfant qui peut avoir été potentiellement secoué, mais où le professionnel de santé n'est pas du tout sensibilisé. Et ça, c'est pareil, je pense, pour les pros de la petite enfance, on n'est pas tous à même de détecter cette violence. Et aussi pour les enquêteurs, c'est la même chose. Ils sont rarement formés finalement. Et moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que la violence infantile, c'est pas un fait divers, c'est plutôt un phénomène de société, un système. Ah, mais complètement. C'est pas une succession de faits divers, mais bien, oui, comme tu le dis, un phénomène de société. Et grâce à Avis, tu vas agir sur la formation des pros, sur le budget qu'on pourrait allouer aussi à la prévention des violences sur les moins de 3 ans et sur la création d'un observatoire des maltraitances infantiles pour qu'on ait enfin des chiffres précis, une connaissance plus précise des phénomènes pour pouvoir agir en connaissance de cause. Alors, je te propose qu'on termine notre mini-série dans l'épisode 5 et on va parler du secteur de la petite enfance. À tout de suite.